Bonjour à tous. Donc, moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui au nom du RESP pour vous présenter ce webinaire sur la désinfection d'une écurie en pratique. Donc, j'ai créé, on va dire, cette conférence en collaboration avec Camille Verken, qui est ingénieur agronome et qui a créé la société Equiways, qui est une société qui est vraiment destinée à la biosécurité dans les environnements équestres. D'ailleurs, les films que je vais vous présenter sont issus du travail d'Equiways. Donc, comment désinfecter mon écurie en pratique? On va se poser 4 questions. La première, c'est pourquoi, ensuite quoi, enfin, qu'est-ce qu'on peut désinfecter, quand et comment est-ce que je désinfecte? Donc la première question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois désinfecter? Parce que les chevaux ont un certain nombre de maladies infectieuses, bactériennes, virales, fongiques. Donc fongiques, c'est les champignons, qui sont pour certaines très contagieuses. Contagieuses, mais pour certaines vraiment très contagieuses. Et il va falloir réduire, donc il faut éviter que cette contagion se fasse. Elle peut se faire par l'environnement, donc on va le voir après. Il faut réduire cette pression microbienne dans l'environnement. Il faut essayer de protéger les animaux et notamment les chevaux les plus sensibles, qui sont notamment les bébés, les poulains, et rompre tous les cycles de contamination pour éviter que ça continue à se propager dans un effectif. Contre quoi on va désinfecter et pourquoi on désinfecte? D'abord parce qu'il y a pas mal de bactéries et ensuite aussi des virus. Donc là, je vais pas parler spécialement des champignons, mais on pourrait aussi, faire un focus dessus. Dans les maladies les plus courantes, qui vont, rester dans l'environnement, on va avoir tout ce qui est bactéries qui vont provoquer des diarrhées comme la salmonelle, les clostridies, les entérobactères et cetera. On va avoir aussi des bactéries qui vont provoquer des infections respiratoires comme Streptococcus species avec Streptococcus equi qui est responsable de la gourme et Zoepidemicus qui est responsable aussi d'infections, respiratoires. Et dans les virus, on va avoir le rotavirus qui a la particularité d'être un virus non enveloppé, donc beaucoup plus résistant que les autres virus dans le milieu extérieur, qui va provoquer donc des diarrhées chez les poulains, et le virus de la grippe, donc influenza virus, syndrome respiratoire aigu, l'artérite virale qui peut provoquer des avortements des signes respiratoires, l'herpès virus, je pense qu'on n'a même plus besoin de présenter celui-là, avec l'herpès virus 1 et 4, herpès virus 1 provoquant des signes respiratoires, des avortements, mais aussi des formes neurologiques. Donc, au sujet de la résistance dans le milieu extérieur, il faut savoir que la durée de résistance de certains virus ou bactéries dans le milieu extérieur est très importante. On va prendre des exemples. Il peut résister dans le milieu extérieur, dans le sol, dans le fumier, etc., mais aussi sur le poil des chiens, par exemple, et le poil des chevaux. Donc les chiens ne vont pas forcément transmettre une maladie parce qu'ils sont porteurs de la maladie en tant que telle, mais ils peuvent porter la bactérie ou le virus sur leur pelage. Et comme les chiens circulent partout dans une écurie, ils peuvent être les vecteurs de cette maladie. Donc résistance dans le milieu extérieur, si on prend l'exemple de HV1. Donc HV1, c'est la rhinopneumonie qui peut provoquer des problèmes neurologiques. On l'a encore vu en France là avec un gros foyer, enfin plusieurs gros foyers en novembre et décembre. Il y a une étude de 2017 qui a montré que EHV1 pouvait survivre dans l'eau jusqu'à 3 semaines. Il a été détecté par PCR et par culture, ça voulait dire que le virus était présent et infectieux, donc 3 semaines dans l'eau, hein. Et une étude de 2021 a montré qu'il survivait pendant 48 heures sur tous les matériaux et même en conditions vraiment sèches. Il y a une variation de cette survie en fonction de la température extérieure et en fonction du type de support, c'est-à-dire qu'il va mieux résister par exemple sur du bois que sur du béton, mais voilà, ça peut rester assez longtemps dans le milieu extérieur. EHV4, donc c'est l'autre virus de la rhinopneumonie qui provoque des signes respiratoires. On a montré qu'il pouvait persister et rester infectieux pendant 28 jours dans l'eau à 4 degrés et à 20 degrés. Il perd son habilité à infecter des cellules au bout de 7 à 14 jours dans de l'eau à 34 degrés, donc quand même, ça résiste longtemps aussi dans de l'eau qui est assez chaude. Et le génome de HV4, c'est-à-dire en fait l'ADN de ce virus, a été trouvé dans des abreuvoirs, des mangeoires, des grilles métalliques, des portes de box, etc., jusqu'à 45 jours après le passage du virus. Donc ça, c'est une étude qui a été menée chez la BO et qui a été présentée par Camille Normand, c'était son sujet de thèse universitaire, dans 2 congrès internationaux, le congrès de l'ECIM à Lyon, donc de médecine interne équine, et puis aussi un autre congrès de maladies infectieuses en 2024.
Ensuite, on a donc des virus. Les virus, on a parlé du rotavirus tout à l'heure, qui est un virus non enveloppé, donc très résistant dans le milieu extérieur. Il peut survivre jusqu'à 9 mois, plus de 9 mois à température ambiante. Et sa survie, là aussi, va dépendre en fonction des surfaces. Plus la surface est absorbante et plus le virus va survivre longtemps. Par exemple, ça survit plus facilement dans du bois que sur du métal, par exemple. Ensuite, on peut parler de la gourme, donc Streptococcus equi, spécies equi. Dans les conditions froides et humides, donc en hiver, la bactérie peut survivre jusqu'à 34 jours dans des conditions humides et jusqu'à 13 jours dans des conditions sèches. Et la survie est plus courte en été, 9 jours dans des conditions humides et 2 jours dans des conditions sèches. Et l'autre streptocoque equi, qui est Zoepidemicus, peut survivre jusqu'à 17 jours à 37 degrés sur des surfaces en plastique, des matériaux en caoutchouc, et 4 jours sur du bois et du béton à 20 degrés. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une grande résistance de ces organismes dans le milieu extérieur. Et on va finir par le Rhodococcus. Donc Rhodococcus equi, c'est un organisme, une bactérie qui va vivre dans le sol, dans les élevages équestres qui sont atteints de ce type de maladie. Et puis on le trouve aussi donc, dans le système digestif de nombreux herbivores, ce qui fait que les chevaux vont l'excréter dans les crottins et ça va recontaminer l'environnement de façon permanente. Et ensuite, les poulains vont signaler parce qu'il y a de la bactérie qui est dans l'air autour d'eux, et c'est ça qui fait qu'ils s'infectent. Donc la concentration de l'air en Rhodococcus equi va augmenter dans l'environnement des écuries, avec des conditions météorologiques qui sont plus chaudes, plus sèches et plus venteuses, et puis ils peuvent aussi éventuellement ingérer les crachats du voisin et se contaminer et avoir une forme digestive, donc ça peut provoquer là aussi des diarrhées. Donc, je vais vous montrer ici un film qui a été fait par Equiways, qui va vous montrer une expérimentation qui a été faite dans une écurie avec un LAD, auquel en fait on a mis une texture qui va être une substance invisible qui se révèle sous lampe UV au niveau d'un poulain qui va être malade, pour reproduire un petit peu l'agent infectieux. Donc là, on va voir notre LAD qui va aller rentrer dans le box. Donc il y a déjà quelqu'un dans le box qui a attrapé le poulain. Le poulain a les fesses sales, donc il va nettoyer les fesses du poulain. Il va ensuite prendre sa température. Donc c'est absolument indispensable effectivement pour soigner un cheval malade. Et puis ensuite, en sortant du box, on voit qu'il marche dans un crottin, il sort du box et puis il continue à soigner tout le monde. Sauf que là, il va rentrer dans le petit bureau et il va montrer ses mains et montrer son blouson. Et voyez que ses mains et son blouson sont complètement contaminés. Et qu'est-ce qui est contaminé aussi? C'est les poignées de la brouette et la fourche, ainsi que le sol. Donc on voit qu'en fait, 3 minutes passées avec ce poulain ont permis de disséminer cet agent infectieux un peu partout. Et là, donc, on a mis en place une zone d'isolement, vous voyez, avec le scotch bleu tout autour du box, donc pour délimiter une zone. Il va mettre une blouse, il sait que le poulain a de la diarrhée, donc il va mettre une blouse, des gants. Il va toujours faire les mêmes gestes, nettoyer les fesses du poulain, prendre la température, et puis ensuite, il va mettre les pieds dans le pédiluve en sortant du box. Il va ensuite jeter ses gants dans un petit sac en plastique ici. On voit que sur les gants, il y a de l'agent infectieux. Et il va ensuite aller montrer donc ses mains et tout le reste là dans la petite salle obscure. Et vous avez donc sans zone d'isolement et avec zone d'isolement à droite, et vous voyez la différence. Il n'est pas du tout sale quand il a mis une blouse et quand il a mis des gants. Par contre, c'est le cas quand il n'y avait pas du tout de mesures hygiéniques. Donc juste pour montrer que la désinfection, c'est bien, c'est la prévention, c'est mieux aussi. Et donc, voilà, essayer de désinfecter les bottes, ne serait-ce que les bottes, avant de devoir désinfecter, toute l'écurie derrière. Donc pourquoi désinfecter? Parce que, comme je l'ai dit, précédemment, donc la transmission de maladies ou de vecteurs infectieux, elle peut se faire directement d'un cheval à un autre, parce qu'ils vont s'approcher nez à nez, ils vont, se cracher dessus éventuellement, ou indirectement. Et indirectement, ça peut être nous qui vivons autour d'eux, ça peut être les outils comme, la fourche, la poignée de porte, ça peut être le matériel du cheval, le filet, la selle, l'équipement médical du vétérinaire, le tornet, le camion, tout ce qui va, concerner l'alimentation aussi, le seau,
Et puis tous les vêtements, la veste, mais aussi bien sûr le téléphone, hein. On vit, globalement avec notre téléphone, branché sur notre main, donc voilà, c'est très, très important de penser à tout ça et notamment aussi, bien sûr, les tracteurs qui vont circuler, dans les box. Donc on en est à quand ensuite? Quand désinfecter, donc c'est en routine parce qu'on va le faire, de façon régulière, donc ça dépend vraiment de la pression, infectieuse qu'il peut y avoir autour des chevaux. Ça peut être, par exemple, 1 fois, ou 2 fois par an, ça peut être, toutes les semaines si on est dans un environnement, par exemple, où il y a beaucoup de chevaux, qui circulent, beaucoup de jeunes chevaux qui arrivent, beaucoup de nouveaux chevaux qui arrivent et cetera. Entre 2 occupants, un cheval qui va s'en aller, par exemple, qui va laisser son box à un autre, il faut nettoyer et désinfecter le box après. Et ponctuellement, quand on organise des compétitions, avant et après, et bien sûr lorsqu'un cheval présente de la fièvre et qu'il y a un risque, d'épidémie. Ensuite, on va passer à quoi? Donc quoi désinfecter? On va désinfecter donc les locaux, les sols, les murs, les portes, les poignées, les barres, les mangeoires, les abreuvoirs. Donc il faut surtout pas oublier les portes des box, hein, parce qu'en fait, on a tendance à nettoyer tout autour et pas à nettoyer en fait la porte par laquelle on est rentré, parce qu'il y a des grilles, et cetera. Tout ce qui est matériel de pansage d'alimentation, matériel d'écurie avec des brouettes, les fourches, les pelles, les seaux, les vents, les licoles, les couvertures. Pour ce qui est des locaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, le bois va être une substance qui va absorber, enfin qui va, permettre aux bactéries et aux virus de résister de façon plus importante et qui est plus difficile à désinfecter que des surfaces, synthétiques. Donc le bois, c'est très joli, mais si on veut faire une écurie pratique à désinfecter, il ne faut pas mettre du bois. Ensuite, quand, on se pose la question de quoi désinfecter, ben, éventuellement les locaux qui sont communs, c'est-à-dire que dans les douches, vous allez avoir tous les chevaux en fait qui vont passer les uns après les autres dedans. Donc là, l'exemple d'en haut, c'est un bon exemple parce que le tuyau arrive par en haut et qu'on peut nettoyer son cheval et qu'ensuite on peut effectivement bien désinfecter tout autour. Vous imaginez bien que l'exemple que je vous montre en bas n'est pas un bon exemple puisqu'on a dit que le fumier pouvait contenir un certain nombre de pathogènes, que, ils peuvent résister dans le fumier justement pendant un long moment et là, vous avez en fait les douches où les chevaux vont passer tous les uns après les autres, juste à côté du fumier et en même temps, vous allez avoir de l'eau qui va circuler, donc forcément des pathogènes qui vont pouvoir, passer devant. Donc ça, c'est vraiment pas du tout un bon exemple. Ensuite, donc ne pas oublier de désinfecter les abreuvoirs, les mangeoires, les seaux. Essayer, enfin, dans la mesure du possible, de ne pas donner à boire aux chevaux dans des grands bacs à eau parce qu'on a vu que déjà les virus, les bactéries survivent un long moment dans l'eau et que si vous avez un cheval qui est malade, qui met sa tête dans l'eau, vous êtes sûr que tout le monde va être malade dans le pré. Donc il faut privilégier les abreuvoirs individuels comme là-haut où vous allez pouvoir les nettoyer, les désinfecter beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent. Ensuite, ne pas oublier les camions, les vents, quand on transporte des chevaux et régulièrement, par exemple, en ce moment, beaucoup de juments sont transportés pour la saillie, sont transportés au haras, on ramène les poulains, on ramène les juments et cetera. Donc c'est très important de pouvoir désinfecter les vents, nettoyer, désinfecter les vents à l'intérieur, mais aussi ne pas oublier les roues parce que vous avez pu circuler dans un endroit, par exemple au haras, où il y avait quelque chose qui était en train de circuler et pour pas ramener ça chez vous, bah, c'est bien de penser à désinfecter aussi les roues. Pensez aussi à tout ce qui est vecteur, donc les mains. Donc soit on se lave les mains régulièrement, on met du gel hydroalcoolique ou on met des gants. Les chaussures, donc soit on a des chaussures qui sont faciles à désinfecter comme des bottes par exemple et qu'on va pouvoir aller tremper dans un pédiluve, soit on va mettre des surchaussures, des espèces de petites choses en plastique là au-dessus de nos chaussures et puis d'avoir des vêtements adaptés. Donc là sur la photo de droite, vous avez la version, on va dire, vraiment cosmonaute avec, le masque et puis, quelque chose qui vient aussi, une vitre devant les yeux. Mais voilà, on n'est pas obligé forcément d'aller jusque-là, mais c'est très important quand même de s'habiller en conséquence. Et très important, si on est face à un problème infectieux, je dérive un petit peu là, mais de protéger les cheveux. Donc comment on désinfecte en pratique? D'abord, il faut se demander qu'est-ce qu'on va choisir comme désinfectant. C'est un désinfectant qui a un large spectre, qui doit éradiquer une grande variété de pathogènes, qui a une action rapide, qui n'est pas affecté par les facteurs environnementaux, c'est-à-dire il doit rester actif même quand il y a des souillures. Alors on va en parler, il faut absolument, ça paraît être une évidence, mais c'est mieux de le dire, il faut absolument nettoyer avant de désinfecter. On ne désinfecte pas une surface sale. Mais un bon désinfectant va
quand même être actif quand il reste des choses un peu sales. Compatible avec le contact des denrées alimentaires, ça veut dire qu'il n'est pas toxique pour les animaux. Compatibilité de surface, il ne doit pas endommager les instruments, détériorer le caoutchouc ou plastique. Effet résiduel sur les surfaces traitées, facile à utiliser, économique, une bonne solubilité, c'est-à-dire que le pH de l'eau de dilution ne doit pas modifier ses propriétés. Alors par exemple, en fonction des endroits, vous avez de l'eau plus ou moins dure, plus ou moins calcaire, donc ça, voilà, il faut que ça reste stable. Et donc stabilité, concentré ou dilué, il doit rester stable. Donc on va en passer un certain nombre en revue. L'eau de Javel, je l'ai mise là. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un très mauvais choix dans une écurie. Mais je l'ai mis là parce que beaucoup de personnes imaginent que c'est un bon désinfectant. Donc, c'était pour enlever absolument cette idée. Donc, c'est un désinfectant chloré composé d'hydroxyde de chlore. Donc, il y a un parfum. Il est bactéricide, fongicide et virucide, mais il est totalement inactif en présence de matière organique. En fait, il faudrait nettoyer, nettoyer, nettoyer pour que, on puisse désinfecter avec de l'eau de Javel parce que ce sera, complètement propre. Donc absolument à proscrire dans une écurie pour la désinfection. On passe au deuxième, qui est aussi un mauvais choix dans une écurie. Alors ça, je pense qu'il est maintenant totalement interdit, mais je sais qu'il y a encore pas mal d'écuries qui l'utilisent et qui en ont en réserve. Donc c'est un désinfectant phénolique qui a une odeur qui est puissante. Il est bactéricide, fongicide et il est virucide partiel, c'est-à-dire qu'il va attaquer seulement certains virus et il n'est pas sporicide, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des spores, notamment dus aux champignons, etc. Et ce produit donc ne va pas s'attaquer aux spores. Il est inactif lui aussi en matière de présence organique et il a un temps d'action qui est quand même relativement long, 5 à 45 minutes, et il nécessite un rinçage. Donc on oublie le crésil aussi. Ensuite, on va rentrer dans les choses qu'il vaut mieux, enfin qu'on ne va pas oublier. Donc le phénogène, qui est lui aussi un désinfectant phénolique, qui va être actif en présence de matière organique, qui est bactéricide, virucide et fongicide. Alors c'est en fait à différentes dilutions, on va en parler après. Un temps d'action qui est quand même relativement long, 30 minutes minimum, pas de rinçage. Il est donné pour être écotoxique. Il n'est pas rémanent et il n'a pas de corrosivité décrite. Le Virkon, qui est de la famille des peroxygènes, où il y a une pastille effervescente de couleur rose, donc c'est très pratique parce qu'on voit ce qu'on fait. Il est bactéricide, fongicide, sporicide, virucide. Il reste actif en présence de matière organique. Il a un temps d'action de 10 minutes, mais il est très corrosif. Et il a été utilisé par exemple aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et ben, parlez-en aux personnes qui sont passées régulièrement dans les pédiluves avec des chaussures. Alors, c'était des chaussures fournies par l'organisation, mais globalement, on n'avait plus de semelles au bout de 10 jours, quoi. Donc, très corrosif pour le milieu extérieur. Ensuite, on a l'hyperox, qui est un peroxygène lui aussi, donc reste actif lui aussi en présence de matière organique de très basse température, donc lui aussi bactéricide, fongicide, virucide, temps d'action 10 minutes, pas de rémanence, il peut être corrosif pour les matériaux. Dans la famille des ammonium quaternaires, donc j'en ai pris deux comme exemple, le saniterpène qui est bactéricide, fongicide, les virucides, donc c'est champignons et virucides, qui reste actif en présence de matière organique. Temps d'action 5 à 30 minutes en fonction de ce qu'on cible. On le rince et il n'a pas de rémanence et il a une corrosivité qui est assez faible. Et enfin, le dernier, qui est un ammonium quaternaire également, qui est bactéricide, fongicide, lévuricide, virucide, qui va être efficace sur les virus non enveloppés comme le rotavirus à une dilution un peu plus importante, qui reste actif en présence de déchets organiques, de sang, de protéines, temps d'action court, inférieur à 5 minutes, pas de rinçage, et c'est le seul qui ait une technologie de rémanence avec une technologie de barrière réactive, c'est-à-dire que vous le passez et ensuite on va avoir une action rémanente pendant 14 jours. Donc, un très bon choix en tout cas pour le Stéricet Extra. Pas corrosif et connu pour être vers une toxicité faible et un environnement biodégradable. Et il a l'avantage d'avoir toute une série de tests qui ont été validés par les normes européennes où on peut aller consulter tout ça et on voit que ça a été scientifiquement prouvé et testé. Alors, on peut choisir effectivement son désinfectant en fonction de la famille, en fonction de ce qu'on cible, et cetera. Et là, par exemple, si on se dit: «Je cible le rotavirus», il y a une étude là qui a été faite, notamment en 2015 chez les porcs et qui a montré que les désinfectants phénoliques, là, pour le coup, étaient efficaces quelle que soit la concentration en matière organique, que, pour ce qui était des peroxygènes et glutáraldéhydes, c'était
Efficacité diminue en présence de matière organique. Alors, glutardaldéhyde, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est un désinfectant qui est vraiment utilisé en milieu hospitalier pour les outils de chirurgie, par exemple. Et donc ça montre qu'il est très important donc de nettoyer avant la désinfection, puisque vous voyez bien qu'il y a des produits en fait qui seraient efficaces sur certains virus, mais qui ne vont pas l'être s'il y a des matières organiques. Comment désinfecter et quelle tenue on met? Donc on se protège, même si les produits sont donnés pour être non toxiques et non corrosifs, il faut se protéger. Port de gants et de lunettes obligatoire, pas de mélange avec d'autres produits chimiques et toujours mettre à disposition des personnes qui sont en train de faire la désinfection un numéro du centre antipoison le plus proche. On peut désinfecter avec du matériel qui se branche, donc par exemple, là, ici, je vous montrerai un film après sur, le tuyau d'eau. On peut vaporiser ici, en fait, c'est quelque chose qui fait de la vapeur et puis on peut utiliser ces types de matériel-là qui sont sur batterie avec une réserve et puis, quelque chose qui permet donc de désinfecter les parois. Et puis on peut aussi utiliser des réservoirs et des systèmes à main, par exemple ici pour désinfecter les roues des vélos ou les roues des brouettes. Il faut toujours regarder le mode d'emploi. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je regarde jamais les modes d'emploi. Mais là, vraiment, c'est un moment où il faut regarder les modes d'emploi parce que les dilutions sont à adapter en fonction de ce qu'on veut désinfecter. Si on sait qu'on a une infection à EHV1, donc c'est un virus, on va, par exemple, pour le sanitaire pen, faire une dilution à 1%. Si c'est bactéricide, ce sera 0,25%. Pour le Stéricet Extra, c'est pareil. Quand on a une application manuelle, on met par exemple ici 20 millilitres dans un litre d'eau et quand on veut mettre dans un nettoyeur haute pression, on met 10 millilitres pour un litre d'eau. Et là, de la même façon, on va regarder ici, par exemple pour la pulvérisation, on n'a pas du tout les mêmes dilutions. Et quand on veut faire par exemple un pédiluve, on ne va pas faire la même dilution que quand on va faire tremper des instruments ou des brosses par exemple, ou pulvériser sur les murs. Donc ça, c'est vraiment très, très important de lire les recommandations, du fabricant pour savoir exactement comment est-ce qu'on va, désinfecter derrière. Donc on nettoie d'abord. Donc là, j'avais des photos qui sont pas apparues, mais c'est pas grave du tout. C'est juste pour montrer que voilà, on passe éventuellement un coup de chiffon, on passe un coup de chiffon sur les murs des box pour enlever, par exemple, les crottins séchés et cetera qui ont pu rester là et ensuite, seulement ensuite, on va désinfecter. Donc la désinfection, elle peut se faire avec, ici comme au Haratzlo, un système très inventif avec un tracteur qui permet de désinfecter ici des deux côtés. Et elle peut se faire aussi donc à la main. Je vous montre juste le petit film. Voilà. Donc là, on a un système qui est branché sur un tuyau d'eau. On ouvre la porte du box. Et ce système a l'avantage que, en fait, on fait de la mousse et on voit exactement ce qu'on fait et on voit exactement ce qu'on désinfecte. C'est très important parce que de toute façon, c'est une box. Euh, fait, juste que je le laisse décider un petit peu pour vous montrer ce qu'il va faire et il va faire le sol, et surtout après, il va fermer la porte du box et bien s'occuper de la vie. Là, il va fermer la porte du box et il va dire dans le côté intérieur de la porte, parce que c'est toujours en bas, les choses dans les notes qui va dire. Et enfin, les pédiluves. Donc, on peut avoir des pédiluves qui soient fabriqués maison ou des pédiluves avec des tapis comme ici qui permettent de mettre du produit désinfectant. Et on sait, par exemple, le laboratoire Labeo a mis en place alors un système qui s'appelle Clean Clinic, voire qui s'appellera peut-être Clean Stable dans l'avenir, qui est une petite boîte qui peut être à disposition donc, des propriétaires de chevaux, des propriétaires d'écuries, etc., qui va contenir des systèmes de lingettes un petit peu, qu'on peut passer sur les murs, passer sur les endroits où les chevaux sont allés, pour pouvoir ensuite l'envoyer au laboratoire pour voir s'il reste des bactéries ou des virus. Donc ça permet quand même de vérifier qu'on a fait une bonne désinfection parce que comme vous l'avez vu, tous les produits ne sont pas efficaces contre tous les pathogènes et il faut vérifier que ça a été bien fait. Donc en conclusion, la désinfection est absolument primordiale pour la lutte contre la transmission des maladies bactériennes. Ça fait partie d'une chaîne qui s'appelle la biosécurité d'une manière générale, où il y a un ensemble de mesures comme la quarantaine, l'isolement des chevaux. Enfin voilà, on ne met pas un cheval qui arrive en plein milieu des autres tout de suite. On vaccine. Et si on doit avoir 3 points à retenir, c'est que effectivement la désinfection est fondamentale au sein d'une écurie.
qu'il faut nettoyer avant de désinfecter et qu'il faut bien choisir son désinfectant et bien respecter la dilution en fonction du pathogène qu'on veut cibler. Voilà.